Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la mise en place d'un département RevOps dans une équipe commerciale qui a une belle croissance. Mon invité, c'est Adrien Vicard, qui est Country Manager France de Team Taylor. C'est une belle boîte avec 250 sales qui opèrent dans 110 pays. Quand Adrien est arrivé chez Team Taylor il y a 15 mois, il n'y avait pas de RevOps dans l'équipe. Chaque pays opérait avec ses propres outils, sa propre data, ses propres process, sans une vraie cohérence à l'échelle de la boîte. Il a tiré la sonnette d'alarme et en quelques mois, ils ont structuré une équipe RevOps de 9 personnes qui a transformé leur façon d'opérer. Dans cet épisode, on va justement parler de comment dimensionner une équipe commerciale avec de la donnée et pas juste avec de l'intuition. Pourquoi recruter n'est pas toujours la bonne réponse pour faire de la croissance. Comment ils ont déployé l'IA pour optimiser leur prospection avec un gros travail derrière d'identification de plus de 70 signaux pour mieux cibler leurs comptes. Et comment ils benchmarkent leur ratio de performance sur des boîtes comparables pour piloter leurs décisions. À la fin de cet épisode-là, on aborde le social selling parce qu'Adrien a fait générer 800 000 impressions sur LinkedIn à son équipe commerciale sur Q1 et il explique sa méthode pour embarquer des commerciaux qui n'ont jamais pris la parole sur LinkedIn et comment ça permet d'accroître leur visibilité auprès de leur cible. Installez-vous et écoutez l'épisode tranquillement, j'espère que ça va vous plaire. Hello Adrien, comment tu vas ? Salut Laetitia, en pleine forme. Et toi, ça va ? Bah écoute, ça va super bien, super bien. Écoute, je suis ravie de te retrouver en fait sur un podcast pour Moi parler aussi. du C'est coup notre deuxième sales. fois, non ? Ouais, c'est la deuxième fois, c'est trop cool. Pour parler revenus et en plus on va avoir des chouettes sujets, pardon. Le sujet principal, ça va être l'idée, je t'ai invité pour qu'on parle de comment on construit un département RevOps qui permet d'aligner les équipes et d'améliorer les décisions commerciales. Ça, c'est vraiment le premier sujet. Et à la fin, j'aimerais aussi également qu'on parle de création de contenu qui permet de générer des leads, parce que tu as fait un truc assez impressionnant avec toutes tes équipes commerciales. Et donc, du coup, de voir un peu comment tu procèdes justement pour encourager tes équipes à parler de la boîte et se mettre à la fois en valeur et à la fois leur permettre de pouvoir générer des opportunités. Du coup, tu es prêt ? C'est parti. Bah cool. Ma première question, effectivement, c'est que tu es arrivé chez Team Taylor. En fait, justement, pour le contexte, quand on avait échangé ensemble, tu étais le VP Sales de Welcome to Jungle. Là, tu as rejoint Team Taylor, je ne sais plus à quel moment. Quoi, ça fait un peu plus d'un an ou non, moins d'un an ? Ouais, ça fait 15 mois. Je suis arrivé en janvier, 15. janvier 2025. Ok. Et du coup, tu arrives dans la boîte, il n'y a pas de département RevOps, malgré qu'il y a une grosse équipe en termes de commercial. Toi, en fait, quand on a parlé en off, tu me disais, bon, ça t'a interpellé. Qu'est-ce qui fait que ça coûte concrètement à une boîte de ne pas avoir une vraie stratégie RevOps qui permette, en fait, en tout cas, d'être meilleur en fait, sur le plan commercial ? Ouais, si tu veux, je pense que je redonne un petit peu de contexte sur et Yes. l'arrivée et la taille de la boîte et Team Taylor parce que je pense que ça joue énormément. Tu vois, ponctuellement, j'ai la chance de parler avec plein de gens qui sont à des stades de croissance différents, donc ça permet aussi de savoir où est-ce que le besoin est localisé, ce qui est très différent. Déjà, je suis arrivé chez Welcome to the Jungle où il y avait un département RevOps, boîte de 400 personnes, département RevOps de 10 personnes qui avait grossi. Et moi, je travaillais en binôme avec la Head of RevOps, que tu connais bien, Diva. Et j'avais vu Yes. tous les avantages d'un département comme celui-ci et sa capacité à pouvoir opérer, apporter de la valeur aux différentes équipes, que ce soit commercial, account management, support, produit, faire le lien dans la boîte. Peut-être vraiment, tu vois, la tour de contrôle de la boîte. Je suis arrivé chez Team Taylor en janvier, donc je redonne le contexte. Team Taylor, c'est un outil de gestion de candidature, SaaS, boîte suédoise, 500 personnes, équipe commerciale qui est énorme. On a 250 sales dans les équipes, on opère dans 110 pays. Et en arrivant, donc moi je suis arrivé dans un rôle un peu différent de country manager, mais qui globalement englobe les fonctions head of sales. Et tu dois aussi travailler avec les channels, donc la vente en indirect, et avec le marketing pour travailler sur la notoriété, l'autorité de la marque. Enfin, c'est un rôle avec un scope assez un peu plus large. Et chaque Ok. pays a un country manager. Et chaque pays a des équipes commerciales. Et les fonctions support, CSM, renouvellement des contrats, sont au siège en Suède. En arrivant, donc, tu vois, bon, je passe une semaine de dingue en Suède, trop cool, tu rencontres les différentes équipes. Et je me dis, tiens, je n'ai pas rencontré l'équipe RevOps. Et je me dis, comment est-ce qu'elle tourne la boîte? Où est-ce qu'il y a cette tour de contrôle qui permet de créer le lien entre les équipes? Et quand tu arrives dans une nouvelle boîte, il y a aussi, tu as un biais, tu sais, tu essaies de comparer par rapport aux choses que tu connaissais toi précédemment. Et puis je me dis, moi, attends, peut-être que je vais les rencontrer un peu plus tard. C'était pas dans les rencontres prévues par l'onboarding. Puis là, je commence à
faire tourner la machine et me rendre compte que, par exemple, sur la question du CRM, il y avait personne. La question de où est-ce que je trouve la data, tu avais des datas qui étaient branchées. Enfin, on m'a donné accès à un looker pour pouvoir aller regarder certains chiffres. La donnée n'était pas interprétée. Pour aller construire de la donnée, il fallait que je passe en solo. Il y avait une équipe qui était en charge du training à l'onboarding, mais pas du training post-onboarding. Le tooling, il était fait en local par chacun des pays. Donc, je me rendais compte que, tu vois, en France, tu avais des outils qui n'étaient pas les mêmes. Donc, on avait par exemple Casper, on avait Conism, on avait 2-3 outils comme ça, mais les autres pays n'avaient pas les mêmes outils. Et donc, j'ai commencé à me poser la question de alors, c'est quoi l'histoire de la boîte? Comment est-ce que ça s'est construit? Comment ça opère? Est-ce qu'il y a un peu des trous dans la raquette ou des choses qui me manquent aujourd'hui? Donc, j'ai attendu 6 semaines, puis j'ai fait un rapport d'étonnement où le point le plus critique pour moi, c'était aujourd'hui, on n'a pas de tour de contrôle. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir à peu près 16 startups dans la boîte, 16 pays qui opèrent parce on distribue le produit dans 110 pays. Mais en fait, on a 16 bureaux, tu vois, 16 pays qui sont concrètement ouverts avec des country managers un peu comme moi. Et dans mon rapport d'étonnement, le point critique, c'était je pense qu'on va aller dans le mur. Mais on va aller dans le mur hard. La boîte va continuer de pouvoir grossir comme ça, de façon un peu organique, où tu donnes la main à des gens qui ont envie de bien faire et qui essaient de Vous avez faire une à belle une marque échelle. aussi. Tu as une belle marque, tu as Ouais. une traction commerciale, on fait 65 millions d'ARR, on va y aller, tu vois, 100 millions. Le problème, c'est pas d'aller aux 100 millions. Là. Quand tu opères de cette manière-là, c'est de pouvoir avoir une marque qui, je pense, fonctionne de la même manière dans tous les pays du monde, qui permet d'avoir la même expérience à tous les collaborateurs, et surtout avec un moteur qui te permet de pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus durablement, d'une façon assez mécanique et intelligente. Et en fait, on l'avait pas. Donc, tu avais une voiture qui fonctionnait bien parce que je pense que la carrosserie était hyper jolie. Tu avais quelqu'un au volant qui avait envie d'avancer. Tu avais des équipes qui avaient envie de distribuer. Tu as un modèle de rémunération qui est intéressant. Mais vraiment, il manquait cet outil central. Et en même temps, je comprenais aussi parce que la vitesse de croissance a été tellement dingue et tellement portée par produits de dingue qui a son marché avec un market fit idéal, avec des boîtes qui veulent aller sur du pure player, avec des systèmes vieillissants, avec une adoption, et puis des sales qui, tu vois, viennent nourrir la machine, que tu te poses pas la question de est-ce qu'il me manque quelque chose? Parce que quand tu l'as pas connu, tu ne comprends pas qu'en fait cet outil un peu dans la boîte est manquant. Et bon, j'ai fait, moi dans le rapport d'étonnement, c'était le gros point critique. Et tu vois, génial, en juillet dernier, ça a été vite activé par le siège. On a recruté un Head of RevOps. Et donc, tu vois, c'était trop cool. Il a rencontré Diva aussi parce que c'était un Head of RevOps qui avait jamais fait de RevOps business. Il avait fait du RevOps chez Voy. Il est vraiment génial. Il s'appelle Lennart. Et la question, c'était est-ce que l'application, tu vois, RevOps au niveau B2C, parce que lui, il était en charge chez Voy, tu vois, plutôt de déploiement de la mobilité dans le monde avec les trottinettes, les systèmes de mobilité. Ouais. Je me suis dit, il y a quand même 2-3 enjeux business qui sont peut-être un peu différents, puisque dans le type de cerveau d'un RevOps, tu dois être très data analytique, très mécanique, très pragmatique et tout. Franchement, il avait tout ça. Je pense que c'était juste la lecture un peu business de comment tu structures ton département lorsque tu as des enjeux avec des équipes commerciales. Et donc, en tout cas, en juillet, Lennart est arrivé et tout de suite, il a construit différents pôles qui, je pense, sont les pôles nécessaires à une équipe comme ça, avec des bras qui s'articulent. Mais ça dépendait, tu vois, de la taille de la boîte. Si on était une boîte de 100 personnes avec 30 sales, tu mets 1 ou 2 RevOps, ça suffit. Tu dois avoir un peu des ratios comme ça qui doivent permettre de comprendre comment tu structures ton équipe et quels sont les pôles. Mais clairement, là, tu avais un pôle tooling, homogénéiser les différents outils, détecter les problèmes, réussir à harmoniser aussi les budgets, parce que si tu as 15 outils comme ça qui sont déployés à des échelles qui sont plus petites, mécaniquement, sur ton budget, ça a un impact. Tu avais un deuxième gros enjeu qui était performance commerciale, analytics, donc aller regarder le niveau de rentabilité, de profitabilité des équipes, quels étaient les targets à mettre en place. On a commencé à structurer les équipes avec des segments SMB, mid-market, enterprise. Il fallait aller calibrer les ramp-up, il fallait aller définir les targets en fonction des grades, en fonction des rôles. On a impacté, on a créé un nouveau career pass. En fait, il fallait aller définir les paliers, mais les paliers aussi en fonction de la rentabilité des produits. Ça, c'est un travail de dingue, tu vois, à faire. Tu avais un enjeu aussi sur la partie data, CRM, hygiène. Pareil, quand tu as 250 sales qui fonctionnent différemment avec des country managers qu'on donnait, bah, c'est un enfer. Et donc, tu avais même c'est incroyable, des country managers qui avaient donné des modifications dans le CRM
mais seulement à des niveaux locaux. Donc, tu vois, le Salesforce aux US, c'est pas le même Salesforce qu'ici, avec des nouveaux champs. Et en plus, il y avait des super idées qui avaient été mises en place, mais qui avaient été faites différemment avec des comment ça s'appelle? Des champs, des critères différents dans Ouais, le ouais. CRM. Et des demandes analytiques aussi qui étaient très différentes. Tu vois, moi, j'avais besoin de comprendre la totalité du marché adressable sur le mid-market en France dans les, je sais pas, 3 ou 4 industries dans lesquelles on avait le plus de pénétration sur les 2 dernières années parce que ça allait me permettre de pouvoir, tu vois, déterminer un peu la stratégie commerciale. Mais je demandais ça localement, je demandais ça ponctuellement. Et donc, ces pôles, ils ont vite été construits en ce sens. Et donc là, tu as une équipe de 9 personnes, hein, désormais, sous justement le leadership de Lennart qui est arrivé, et là, qui a lancé une vraie machine, tu vois, go-to-market, une machine enablement, une machine analytique, une machine tooling, une machine target, une machine performance. Et on a un point maintenant tous les mois. On a démarré, ça c'est assez récent, on a démarré ça le mois dernier, mais là, on fait le Monthly Business Review. Tu as CEO, VP Sales Monde qui vient d'arriver, Lennart, donc Head of RevOps, CFO. Et tu vois, tu descends et là, c'est méga, méga riche parce qu'en fait, lui, il me sort des graphes dans tous les sens de euh, la performance commerciale. Mais qu'est-ce que ça veut dire la performance commerciale sur le volume d'acquisition, la profitabilité, le niveau de discount utilisé. Il a une interprétation aussi de pourquoi est-ce que, par exemple, cette équipe-là a utilisé ce type de discount 22% du temps, quand cette autre l'a utilisé que 7% du temps, avec un panier moyen qui est plus bas, tu vois, pour essayer d'aller un peu comprendre. Et lui, il a une lecture très chiffrée. Donc, son but, et le but d'une équipe RevOps, c'est pas de mettre de l'émotionnel, c'est pas d'essayer de comprendre est-ce que ton sales, il est en confiance, est-ce qu'il y a un bon ton, c'est chirurgien de la donnée et du CRM et des chiffres et potentiellement avec de l'impact sur du training. Mais moi, je te donne une photo, voilà mon interprétation, qu'est-ce que tu en penses? À toi Et de mettre un peu les ingrédients qualitatifs que tu sens du exactement. terrain pour pouvoir prendre en Ouais. place Mais si des t'as pas stratégies commerciales. si t'as pas cette lecture factuelle, si t'as pas cette lecture dataisée, si t'as pas cette neutralité, en fait, c'est hyper dur, je trouve, de faire des choses qui sont hyper durables et surtout profitables pour la boîte. Parce que soit tu as une lecture qui est extrêmement OK, people, plus finance, plus commercial. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de casquettes. Moi, je suis pas assez bon, je pense, pour pouvoir porter toutes ces casquettes-là. Et je l'avais vu aussi chez Welcome, ça te permet d'avoir 2 cerveaux. Je pense que pour vraiment réussir dans ce type de boîte, il te faut 2 cerveaux. Il te faut un cerveau très neutre, très, très froid, mais qui te permet d'être rationnel. Et il te faut un cerveau émotionnel. Et c'est ça qui permet après, parce que là, la taille de la boîte fait aussi que tu as les enjeux de standardisation, d'homogénéisation, de scale. Tu vois, le rationnel de est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a envie, est-ce que c'est rentable de lancer un nouveau pays. Avant, c'était intuitif, c'était OK, tu ouvres Singapour, tu ouvres l'Australie, mets quelques sales et on verra. Là, c'est plutôt, si on ouvre ce pays-là, le go-to-market basé sur la traction de certains pays qui ressemblent en termes de zone à l'ICP, c'est ça. On te branche un clé, parce qu'on va y revenir, il y a des outils qu'on est en train d'harmoniser, te permet de voir que la taille du marché adressable, c'est ça. Notre ICP, il correspond à 13% du marché. OK, on va calculer que mettre 4 sales sur le segment SMB et mid-market avec ce temps de ramp-up, ça va être rentable. Et en tout cas, ça nous permettra de se dire que c'est le bon pari. Donc, tu as des paris qui sont plus maîtrisés, mais qui vont permettre de faire que la boîte, elle va faire 1 milliard, tu vois, et pas 100 millions. Je pense que C'est l'impact, il incroyable est d'avoir là. C'est un x10, tu vois, vraiment. ouais, mais non, mais c'est incroyable. Bon, déjà, tu commences fort et en fait, c'est incroyable que tu aies mis ça en place en seulement 15 mois parce que c'est quand même des sujets assez. Enfin, en gros, il y a quand même un sujet de conduite du changement aussi également parce que j'imagine en fait qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui prend le sujet, tu vois, les gens. Moi, ce que je vois, ce que je perçois généralement dans les boîtes qui sont à peu près à votre taille, c'est que les gens se disent bon, on va y aller doucement. J'ai pas T'as l'impression que ça a raison. été Ouais. votre parti pris. Vous êtes dit ok, il manque ça, on y va et on y va jusqu'au bout quoi. Ouais, et puis en plus pour être humble, tu vois, moi le but c'était, je pense, de tirer la sonnette d'alarme. C'était de dire, je pense qu'il manque ça. On a eu aussi Brian, qui est le country manager aux US, qui venait de boîtes assez similaires, tu vois, et qui l'a signifié. Et ensuite, je pense que c'est le leadership qui a vite vu qu'il fallait accélérer rapidement et qui a mis les moyens pour ça de le déployer, comme le siège est à Stockholm. T'as raison sur un point, c'est en fait Tim Taylor aurait pu être précautionneux et se dire, attends, c'est un gros invest, on va tester avec une personne. Mais là, vraiment, l'enjeu, c'était d'avoir le département qui tout de suite soit calibré
pour la taille de l'équipe commerciale. 250 sales, c'est pas possible avec une personne. Tu vois, je sais pas ce que c'est le ratio idéal, mais comme tu avais à peu près 100 personnes chez Welcome et que tu en avais 9, tu étais à un ratio de 2,5. Là, on est 250, ils sont 9 ou 10. C'est à peu près similaire, tu vois, on doit être à peu près sur les mêmes types de proportions. Je pense que c'est bien de se dire, attends, on était un ratio, d'ailleurs, je te dis ça, qui était plus haut chez Welcome, on était un ratio de 1 pour 10. Là, t'es à 1 pour 25. Ça doit être dans ces ordres de grandeur, je pense que tu vois. Ouais. Euh, C'est généralement ce que je vois dans les boîtes plutôt américaines où ils systématisent à ouais, c'est chaque quoi le fois ratio? ce genre de. Généralement, on est plutôt sur 1 pour 20, quoi, généralement. 1 pour 20. Voilà, tu vois. Tu vois, Et c'est drôle parce qu'il y a une ou deux boîtes que j'ai rencontrées où quand ils te parlent de leur équipe commerciale, à chaque fois ils me disent c'est quoi pour toi parce que moi c'est un des sujets que j'aime bien. Tu vois, j'ai vraiment Mm. un des points sur lequel j'adore réfléchir, c'est l'architecture d'une équipe. Un Ouais, peu comme lorsque tu c'est ta es. passion. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment la conviction. Bah, il y a deux trucs. Il y a le fait que ça soit les bonnes personnes dans l'équipe. Tu vois, avoir des gens positifs, avoir des gens constructifs, avoir des gens intelligents qui ont envie de participer à une mission. Je pense que pour une marque, et ça dépend des types de marques, mais des marques comme Team Taylor, des marques qui ont des vocations à pouvoir s'exposer sur le marché, qui ont des gros ADN, qui ont une culture forte, en fait, ce type de profil est nécessaire. Si tu es dans une boîte avec peut-être cet aspect storytelling qui est peut-être moins présent, c'est d'autres types de profils. Euh, mais l'architecture, je trouve que c'est le deuxième maillon. C'est le maillon de si tu as mis en place la bonne architecture au bon moment, c'est comme quand tu fais une compo d'équipe sportive sur un terrain, la composition de l'équipe sur le terrain, qu'importe le sport, va changer la dynamique de comment les personnes jouent. Et donc, tu joues Ouais. plus ou moins bien. Et donc, c'est pour ça que les stars d'entraîneurs sont celles qui sont capables de créer, d'avoir une conviction de système, mais de savoir changer le système lorsque c'est nécessaire par rapport aux Mm, concurrents. Donc, nous, mm. tu es sur un marché concurrentiel. Je dois avoir cette logique-là de construction. Et donc là, dans la construction, l'équipe, c'était quelque chose qui, je pense, était nécessaire, mais tu as la même logique dans la construction de l'équipe RevOps. Tu vois, quel est le pilier sur lequel il faut créer tout de suite de la valeur et comment il faut organiser ton équipe. Ok, super, hyper intéressant. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué quand on a préparé cet échange-là. C'était ce que tu disais, c'est qu'il y a un des réflexes que beaucoup de boîtes ont, qui est quand on veut faire de la croissance, on fait 1 plus 1 égale 2. Genre, sur la partie commerciale, j'ai besoin de faire plus, je prends plus de commerciaux. Toi, aujourd'hui, justement, là, tu as mis en place une machine qui te permet de pouvoir savoir exactement qui il te faut pour arriver à tel endroit. Euh, qu'est-ce que ça, Comment tu as appris ça déjà? Et aujourd'hui, en fait, c'est quoi les indicateurs qui te permettent de pouvoir savoir si ça vaut le coup de rajouter un sales ou pas du tout? Le jeu, alors du coup, je te pose la question parce que je sais que tu aimes la partie architecture, mais la difficulté de tout le monde, c'est de savoir à quel moment la jauge, elle est trop pleine et est en train de faire craquer des super profils qui sont smart et qu'il faut prendre soin des gens, et à quel moment, en fait, il faut recruter, quoi. Ouais. Moi, déjà, je pense que même le 1 plus 1 égale 2, t'aimerais que le 1 plus 1 égale 10. Tu vois, et Ouais. malheureusement, bah, malheureusement, ça fonctionne dans des périodes d'euphorie où tu vois, t'as le produit parfait, t'as le reach parfait. Ça, c'est des périodes vraiment d'épiphanie où il faut en profiter. Mais c'est là où il faut pas avoir la folie des grandeurs. Et je pense que, tu vois, enfin, je continue d'apprendre. Je pense qu'on s'est trompé une fois ou deux chez Welcome. Et franchement, je suis content de m'être trompé parce qu'en fait, quand tu te trompes comme ça, des fois, t'apprends. Et puis, tu es dans des boîtes où il faut savoir se tromper. La question, c'est à quel point enfin, quel est le niveau auquel tu te trompes pour pouvoir Mm. corriger et quelle est la lucidité que tu as par rapport au fait de t'être trompé pour vite réagir. Moi, j'ai eu de la chance d'être avec plein de gens hyper intelligents chez Welcome ou là chez Team Taylor qui écoutent, qui peuvent avoir un plan, mais qui sont capables de le changer si tu as un rationnel. Donc, en fait, c'est peut-être là l'avantage de grandir, de vieillir, tu vois, pour moi. Ouais. C'est que là, il y a des fois où je suis un peu plus strict sur le fait de dire non parce que j'ai vécu le truc où on s'est trompé. Parce que quand c'est Mm. ta première fois, tu es dans l'euphorie, tu te dis mais oui, rajouter des selles, c'est trop bien, tout le monde est content d'être là, les gens font leur target. Et puis il y a le moment où tu prends le mur. C'était pas un mur, c'est au final, par exemple, tu vois, chez Welcome, je pense qu'à un moment, on aurait pu avoir un retournement où, dans la logique d'inbound et la façon dont j'avais créé l'architecture d'équipe, on a eu une baisse de l'inbound, il fallait créer un retournement sur lequel il fallait qu'il y ait une équipe à outbound qui commence à se construire. Et tu vois, par exemple, ça, je l'ai pas vu assez vite. Tu apprends. J'arrive ici dans une machine où, en fait, 75% des ventes, elles sont faites sur de l'outbound. Déjà, tu apprends à orchestrer différemment. Le niveau de rentabilité aussi
comme tu es sur du 100% ça, c'était très différent. Et donc, pour t'expliquer comment ça fonctionne ici, la logique de la boîte, qui était dans une logique d'acquisition, c'est pour l'instant, rajoute des sales. Franchement, on continue de rajouter des sales, ça fonctionne. Et l'an dernier, il y a eu. Donc, moi, j'ai une équipe qui est quand même hyper large. Mais ça dépend aussi de toujours ton ratio entre quelle est la profondeur de ton équipe vs les targets. Les targets, par exemple, chez nous, chez Team Taylor, elles sont à un niveau, je vais te le donner médian parce qu'on est par mois, mais on a 3 types de rôles et dans chacun des rôles, tu as des niveaux, mais chaque personne doit faire à peu près 200 000 euros d'ARR par an. Donc, tu vois, à peu près 17 à 18. Ceux qui doivent faire le moins doivent faire 13 000. Ceux qui doivent faire le plus sont des seniors sur des rôles enterprise qui ont une logique de rémunération un peu plus haute, doivent faire 25 000. Et tu vois, globalement, tu es à 200 000. 200 000 d'ARR. 200 000 d'ARR, je te donne un ratio, par exemple, par rapport à ton ratio, ton package outils, ils sont à des ratios de 2,5. Par rapport au SaaS, c'est assez faible. Ce que ça veut dire, c'est que le produit, il est rentable, que le niveau de profitabilité, que le produit, il a été amorti et qu'on continue d'innover, mais qu'en fait, tu es capable de pouvoir créer des équipes assez profondes, de rajouter des sales parce que c'est rentable. Donc, tu peux être dans cette logique un peu de cumuler des sales parce que nous, ce qu'il nous faut en profitabilité pure, c'est entre 13 000 et 14 000 euros par mois, donc plutôt 150, 160 000 euros de ratio. Chez Welcome, il nous fallait 500, 550 000 euros. Donc, tu vois, les multiples, pas les multiples, l'ordre de grandeur était un peu différent. Mais l'an dernier, tu vois, j'avais 32 sales dans l'équipe, on en a 16 qui venaient d'arriver, et t'es passé d'un 70% des gens font leur target à 22% en Q1. Donc moi, je suis arrivé dans cette situation et je me suis dit, OK, je pense que là, on a dimensionné l'équipe avec beaucoup d'ambition. Combien de temps il nous faut pour atteindre le bon pourcentage? Et donc, le bon pourcentage, quand tu es dans ce type de taille, il faut toujours être très, très humble sur c'est quoi le bon pourcentage. Tu vois, moi, je ne le savais pas, je l'ai benché. Cette taille-là, 250 sales sur du SaaS à cette vitesse de croissance, le bon pourcentage, c'est qu'il faut que tu vises entre 60 et 65% de ton équipe qui fait sa target. 100%, c'est même pas possible. Cette information, tu l'as trouvée où? C'est toi qui as fait tes recherches en Ouais, parlant avec ouais, des tu boîtes benches. ou... Ouais, tu benches. Ok. En fait, tu benches. Moi, je suis allé regarder les boîtes aujourd'hui de 500 personnes où 50% de ton équipe est commerciale, qui a 10 ans d'ancienneté, qui vise ces niveaux de profitabilité, de performance, 40% de croissance par an, où tu vends sur du SaaS. Qu'est-ce qui est le bench d'une équipe qui est successful? Et c'est ça, le fait de se créer aussi un peu du rationnel pour comprendre et comment argumenter après avec ton équipe finance, avec ton VP Sales, avec ta HR, même avec mes équipes, tu vois, quand on se dit en ce moment, par exemple, là sur Q1, on a un peu progressé par rapport à Q1 de l'an dernier, on est à 30%. Mais 30%, c'était pas assez. Tu vois, moi, je dois viser 60 à 65% de l'équipe. Et après, tu te poses la question, parce que nous, on a quand même des temps de ramp-up, ça c'est 30% sans comprendre le fait qu'il y a des gens qui sont en ramp-up, les gens qui peuvent être des fois un peu en maladie, mais globalement, il faut que tu aies 2 tiers de ton équipe qui fasse sa target sur une durée assez longue. Et donc, nous, on est sur des durées trimestrielles, moi, je l'évalue de cette manière-là. Et ça te permet de faire plein de trucs, ça te permet de travailler justement sur la profondeur de ton équipe, parce que ce serait assez simple pour moi de dire, OK, 10 sales de moins, mécaniquement, je suis à 60%. Mais c'est pas la logique. La logique, c'est est-ce que la boîte est patiente? Est-ce qu'elle est dans une logique de captation du marché? Et puis après, cette année, par exemple, Tim Taylor voulait que je recrute 15 sales de plus. Et je leur ai dit, OK, dans quelle logique on est en ce moment? Est-ce qu'on est dans une logique où on continue de vouloir rajouter des talents dans l'équipe parce qu'on se dit rationnellement, financièrement et d'un point de vue pragmatique, c'est rentable, en sachant que le risque, c'est que moi, on passe de 30% à remécaniquement 20%, 18%. L'impact sur l'engagement et peut-être la rétention de certains talents, il va être à risque. Donc après, tu fais une balance, tu en discutes et quand tu es avec des gens, j'étais avec des gens hyper intelligents, ils m'ont dit, OK, on n'en prend pas 16. Cette année, si tu veux, on suit la recommandation. On va en prendre 4 de plus parce qu'on anticipe qu'on va potentiellement lancer des nouveaux produits, qu'il va y avoir une mobilité sur quelques personnes. On va peut-être créer une nouvelle équipe, etc. Mais tu vois, la vitesse de scale, on est passé d'un 16 à 4. Mais tu vois, le 16 à 4, il faut le porter auprès de ta direction qui a envie d'avoir plus de sales parce qu'elle se dit toujours mécaniquement que, tu vois, on a sorti 38% de croissance l'an dernier. On est passé l'ATS numéro 1. Et moi, dans les éléments rationnels, je leur ai aussi dit, notre concurrent direct, il en a 12 de sales. En fait, je dois être à 30 sales ou à 32 sales. J'ai déjà assez de personnes pour gagner le marché, pour faire mieux. Et ce qu'il faut réussir à travailler, c'est l'efficience un peu de ton modèle. Et donc là, c'est des enjeux aussi. Je pense que là, c'était le CFO qui était hyper content parce que, en fait, c'est hyper intéressant quand même de garder une forme d'efficience et de philosophie assez lean avec des équipes de cette taille-là, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et tu vas quand même dans un modèle où aujourd'hui, que ce soit sur l'intégration de LLM, que ce soit sur
dans une logique de profitabilité, ce cumul quand même, tu vois, incessant de ressources, il va pas dans la même de logique de il faut qu'on soit sur des boîtes qui soient profitables. Et après, c'est est-ce que ta boîte est profitable? Nous, elle est profitable. Donc c'est là où j'ai dû faire une sorte de balance, tu vois, même dans ma tête, de me dire, faut pas que je reproduise le biais que j'ai eu à un moment avec l'expérience de Welcome. Je comprends le modèle de la boîte, mais il faut aussi créer des petits garde-fous pour lui dire, localement, je pense que là, j'ai la bonne équipe. Et après, ce qu'il faut réussir à demander, que tu posais la question tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui te permet vraiment de voir? Donc, tu as plusieurs choses. La taille de ton marché, la profondeur de ton marché et ce qui est vraiment adressable, ta vélocité moyenne. Ensuite, tu vois, nous, on a créé des équipes où tu fais les rapports volume de boîte valeur. Donc, par exemple, nous, on a 55% de nos clients en volume qui sont des boîtes de moins de 100. Sur ça, on a des win rates, tu as un panier moyen, tu donnes tous ces éléments-là, tu vois, à l'équipe finance, et puis tu te fais un calcul de, idéalement, combien il me faut de personnes dans cette équipe pour que on puisse capter ce marché-là sur les 2 prochaines années. Et est-ce que on a une ambition de croissance ou peut-être de faire mieux? Typiquement, c'est ce qu'on a eu là en enterprise. Le dimensionnement du marché. Si je te donne l'élément au départ pragmatique, dimensionnement du marché, tu checkes les concurrents, la taille de l'équipe, le panier moyen, on aurait pu mettre 4 personnes sur cette équipe-là. Sauf que la philosophie de la boîte sur les 2-3 prochaines années, c'est d'aller up market, d'aller plus haut. On va sortir des fonctionnalités. On a 2 concurrents qui sont en train un peu de lâcher une zone client entre 1000 et 5000. Donc nous, on a un momentum. Et on pense aussi que sur cette équipe-là, il y a des éléments qui nous font penser que c'est une équipe sur laquelle on aura des opportunités. Donc là, tu fais un pari. Et tu fais un pari qui a un risque, c'est on a mis 7 personnes sur cette équipe. 7 personnes pour se dire, on essaie d'accélérer. Mais comme quand Alan va tenter d'ouvrir, tu vois, une nouvelle verticale, elle se dit, pendant une année ou 2, en fait, nous, on apprend. On va apprendre à savoir si on est capable de pouvoir traiter cette industrie-là. Ben, nous, on est en train, et tu vois, en 3 mois, on a déjà détecté 3 énormes chantiers sur lesquels travailler parce que cette équipe, on a mis plus de monde et qu'on fait un pari. Et donc ça, il faut être clair aussi avec les équipes des fois sur qu'est-ce qui est très rationnel, qu'est-ce qui contient aussi une touche de pari. Ouais, mais du coup, comme tu es extrêmement serein sur ce que tu cherches à aller faire sur ta rentabilité, etc., tu as la possibilité de faire ce type de pari. Exactement. Ouais. Non, mais puis les boîtes comme ça, c'est aussi cool et drôle parce que tu as ce type de risque. Enfin, sinon, en fait, faut pas Ouais, aller en fait, travailler dans ce type de boîte. ouais, clairement, ouais. Du coup, je vais un peu revenir en fait sur les 4 pôles que tu as créés avec, enfin, que tu as co-créé en équipe avec ce département RevOps. Moi, j'ai une question qui me vient en tête, c'est comment tu fais pour travailler avec ces pôles? Parce que souvent, en tout cas, voilà, c'est ma posture de sales opérationnel, on va dire, que ces pôles travaillent sans être déconnectés en fait du terrain. Je sais pas si tu vois ce Ouais. que je veux dire, ou en fait parfois il y a un problème parfois souvent d'activation où tu vas avoir des types qui vont te dire en fait vous devriez aller là ou aller alors je sais pas dans quel niveau tu t'opères mais vous devriez aller contacter telle ou telle personne, etc. Bon bah toi t'es là en sales en disant oh non franchement là ma target elle a un risque, je vais aller là quoi. Ouais. Donc comment tu fais pour qu'en fait les gens aient confiance à ce département là, mais en même temps aussi également garder aussi l'intelligence sales de euh, comment je prends de la data, mais j'essaye aussi de mettre mon intelligence dedans. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est hyper clair. Euh, Déjà, ce département, tu vois, je te le redonne vraiment sur la partie pour être hyper humble. Je pense que j'ai donné une orientation, j'ai tiré la sonnette d'alarme et tout, mais là, il s'est créé tout seul. Enfin, maintenant, tu vois, Lénard, qui m'a pas demandé mon avis pour aller créer les différents rôles et savoir comment organiser son Ouais. équipe. Je pense qu'il a eu en plus, tu vois, benché avec Ediva et 2-3 autres personnes et qu'il a vite compris les départements qui étaient nécessaires. Et puis, franchement, il est hyper smart. Alors, en fait, tu as plusieurs enjeux. Le premier enjeu d'avoir, je pense, un point de connexion avec les personnes qui own le business. Donc, tu vois, moi, je suis en charge du PNL pour la France. On a un point tous les mois entre l'équipe RevOps. Alors déjà, l'équipe RevOps, c'est tous les managers au niveau monde avec la feuille de route qui est quand même alimentée par des demandes que nous, on partage à l'équipe RevOps. Donc, on a un channel déjà qui s'appelle RevOps Request sur des éléments qu'on remonte. Ça peut être hyper micro. L'analyse, tu vois, de l'utilisation du discount sur les deals en multi-year, par exemple, sur les 2 dernières semaines. Mais ça peut être aussi, on a besoin de créer un training sur le fait de réussir
je sais pas, vendre une nouvelle fonctionnalité et de savoir comment on va la proposer, ou on a besoin de tester un nouvel outil de signature, ou on a envie d'intégrer Claude. Franchement, là, le channel RevOps Request, il y a entre 5 et 6 demandes par jour, et ça va de choses hyper structurantes à des éléments très, très Des micros. choses. Et donc, eux, ils ont une sorte de workflow même qui remonte par catégorisation. Et donc, tous les mois, déjà, l'équipe nous donne de la visibilité sur ça. Et elle opère avec deux choses. Une roadmap de ce que eux se fixent comme chantier. 50%, en gros, provient de leurs idées de ce qu'il faut réussir à faire. 50% des idées qui sont partagées par les équipes. Et tous les sales, tous les managers, tous les country managers ont accès à ce channel-là. Donc, tu remontes et puis ensuite, on voit si ça s'inscrit dans la roadmap ou si c'est une bonne idée qui vient s'intégrer dans le flux des chantiers d'équipe. Le deuxième, c'est tu as ces monthly business review où là, tu as vraiment c'est audé presque par, tu vois, Lénard qui lui descend des chiffres et m'interroge pour que ça reste en réalité avec le terrain. Tu vois, c'était hyper intéressant. Il y a eu 2-3 grosses initiatives RevOps depuis le début de l'année. Là, il y a celle qui arrive avec l'intégration de clés, mais par exemple, on a fait le multi-air. Donc, comme ça, je vais te parler d'un gros échec qu'on a eu là, sur lequel on vient juste de rebondir. Il y a eu une première information on veut intégrer le multi-air. Et le multi-air, si des deals sont gagnés avec du pluriannuel, on va booster la commission des sales, 10% si c'est des contrats de 2 ans, 20% si c'est des contrats de 3 ans. Communication comme ça. Donc moi je me dis ok, trop cool, ça avait l'air d'être simple. En plus comme on était en train de monter sur du mid-market et de l'enterprise en France, cette population, ça fait sens. On travaille beaucoup avec des partenaires, donc tout le monde était hyper content. Tu sécurises tes deals, tu apportes de la maîtrise sur le budget, tu donnes de la prédictabilité aussi. Ça fonctionne pour tout le monde et c'est hyper bénéfique. Et surtout pour ce type de produit qui est pas du nice to have, tu vois, tu peux pas le débrancher aussi facilement quand tu as des questions de migration de données, candidats et tout. Communique sur ça. Moi, je redescends, donc tu as cette info. Moi, j'ai un meeting mensuel avec toute l'équipe. Je dis génial, on accélère sur le multi-air, ça va faire partie de notre stratégie de discount. On avait vraiment déjà catégorisé des types de discount différents. On s'était rendu compte que ça représentait 68% des ventes. Je me dis, trop cool, j'ai une nouvelle arme à pouvoir proposer aux sales. Et en plus, ils sont surrémunérés. Donc, moi, je suis dans une boîte là où c'est hyper commercial. Eux, ils ont vu ça comme l'Eldorado. Et même moi, je me suis dit, génial, ça va me permettre de pouvoir vite accélérer auprès des partenaires et des clients de grands comptes. On fait un mois où on fait, je crois, 70% des devis en cours sur le mois de février avec des engagements pluriannuels. 81% des demandes qui étaient mal faites dans OneFlow, qui est notre outil de création de devis et de signature, et 75% des demandes qui étaient mal structurées dans Salesforce. Je me prends un warning vraiment de l'espace de mais qu'est-ce que vous avez fait sur la France, c'est n'importe quoi. Les équipes RevOps qui me disent mais pourquoi vous n'avez pas suivi le Notion. Moi, j'avais pas vu le Notion, il l'avait partagé avec 4 pages différentes une semaine après. Et qui expliquait qu'en fait, on pouvait l'utiliser, mais pas forcément, qu'il fallait que ça représente 10% des deals, mais il n'y avait pas eu de communication, qu'en fait, il fallait vite limiter l'usage et tout. Je commençais à me dire, mince, en fait, il y a une communication qui était pas bonne. Là, tu vois, il y a une lecture terrain où typiquement, tu vois, ce que j'ai remonté, c'est on a créé un discount. En tout cas, on a créé artificiellement un discount qui était valorisé. Et donc, pour les sales qui sont des populations qui étaient attirées, tu vois, financièrement par aussi l'impact que cela pouvait avoir, eux, tout de suite, tu leur dis, il y a 20% de plus sur ton deal. Nous, tu es une boîte où tu touches entre 20 et 25% de ta vente nette. Ils se sont dit, en fait, je vais toucher 30%. Ils ont accéléré en se disant, trop bien, c'est une arme qu'on me donne et en plus, on veut que je l'utilise. Et ben là, c'était typiquement, tu vois, l'écart que tu peux avoir entre des RevOps qui se disaient, trop bien, on va pouvoir améliorer peut-être 10 à 15% de la rentabilité sur certains types de clients, mais ça va passer un peu en sous-marin. VS des équipes sales qui se sont dit on accélère comme des dingues. On accélère parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Exactement. C'est 2 très différents. Et donc là, tu vois, et là on a mis 1 mois et demi à redétecter quel était le problème. Gros problème de com. Enfin, problème de com de pourquoi est-ce qu'on le faisait, problème de com de moi à quel moment je l'avais initié, et problème d'interprétation par les équipes, et ensuite problème de comment est-ce que ça se crée dans l'outil. Et l'outil, c'était tellement dingue, il fallait que ton manager le fasse, il fallait créer une nouvelle template dans OneFlow, il fallait aller mettre un message dans Finance. Donc en fait, tu vois, tout le process de suivi était un peu trop chronophage. Donc on a eu beaucoup d'erreurs, donc ça a eu beaucoup de temps perdu. Là, on a tout repris pour réexpliquer, mais tu vois, ça c'est typiquement une initiative où tu as envie de bien faire.
tout le monde, tu vois, se foire. Et en fait, tu as l'impression que personne n'a rien compris. En fait, les RevOps n'ont pas compris pourquoi on en avait besoin. Nous, on n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Tout le monde opère d'une façon qui est un peu dégradée. Et en fait, tu vois, c'est drôle. T'en parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu fais pour que les gens soient pas déconnectés? Bah là, tout le monde était déconnecté. Et donc là, on l'a repris et c'était hyper intéressant parce que, tu vois, Lennart et son équipe ont fait un travail. Et donc là, on a fait un meeting la semaine dernière. J'aurais dit, en fait, vous faites une vidéo de 3 minutes. Il ne faut pas 4 pages Notion parce que les équipes, elles ont tellement de sujets qu'en fait, 4 pages Notion pour expliquer un nouveau discount qu'on ne veut pas trop utiliser et qui doit représenter maximum 10% des deals, en fait, il faut réussir à le faire en une vidéo de 3 minutes. Ouais. Et puis, les champs dans le CRM, est-ce qu'on ne peut pas se dire, trop bien, on améliore ces champs-là et c'est automatique parce que la création même de nouveaux champs sur un devis pour un sales, c'est chiant. Et tu as envie que ça soit simple. En fait, tu as envie que tout soit simple. Et pour les RevOps, c'était simple. Pour les sales, c'était le truc hyper chronophage, hyper chiant. Donc, en fait, ils le bypassaient en se disant, franchement, si ça remonte, c'est pas grave. Tu vois, une personne d'équipe finance viendra rajouter le champ. Mais il y a plein de trucs qu'on a aussi très bien réussi. Là, on est en train de faire donc le déploiement de Clé. Donc, on a expliqué. Justement, je voulais sur Clé, une question là-dessus. Ah, bah, vas-y. Ouais, carrément. Non, mais en fait, je voulais poser une question dessus parce que là, toi, tu m'as dit, je crois qu'en fait, tu as besoin de 300 000 prospects par an pour la taille de ton équipe. Un peu globalement, moins. c'était Ah, vraiment, d'accord. Ok. Ouais, 50 000. 50 000. Ok, d'accord. C'est beaucoup moins, du coup. Aujourd'hui, justement, la question, c'est que bon, tout le monde est en train d'être dans sur Clé, même créer leur propre Clé. On voit de nouvelles personnes, etc. Toi, aujourd'hui, on sait que l'avenir de toutes les boîtes ou de toute la partie, l'avenir des commerciaux, c'est d'être capable en fait d'avoir des listes qui sont ultra bien enrichies et surtout avec des signaux hyper pertinents, des signaux propriétaires, des signaux non propriétaires, etc. Justement, toi, dans la stratégie Clé, quand vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez cherché à faire et qu'est-ce que vous commencez en fait à toucher du bout de doigt parce que j'imagine que c'est une stratégie qui avance et qui va se développer encore plus. Ouais. Je te redonne le contexte. Ça, c'était peut-être le 3e ou le 4e gros pain que j'avais identifié. Quand tu regardes toute la donnée, tu dois réussir à trouver les plus gros problèmes à régler. Franchement, j'ai des plus gros problèmes. Moi, j'adore parce qu'en fait, quand je vois des problèmes comme ça, plus ils sont gros, en vrai, généralement, plus ça va avoir d'impact. Et donc, il faut être aussi dans cet état d'esprit de te dire que dans des rôles de manager, de country manager, de RevOps, ton rêve, ça doit être de régler des problèmes. Sinon, t'es pas à la bonne place. 70% des ventes donc étaient faites avec de l'outbound et en gros de l'outbound où les sales chez Team Taylor sont full cycle, donc gèrent le sourcing des comptes avec un portefeuille entre 400 et 600 comptes par personne, ce qu'on a établi par rapport à notre win rate, c'est ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. La partie démo, la partie closing, donc tu gères les 4 étapes. Je me suis rendu compte que déjà c'est hyper dur d'être bon sur les 4, mais la partie la plus chronophage et qui était la moins homogène en termes de pratique, c'était le sourcing. Ouais. Pourquoi? Parce que tu avais des gens qui étaient arrivés il y a plus longtemps, qui avaient déjà leur portefeuille de compte, des gens qui venaient d'arriver, qui avaient les mêmes types de réflexes, d'aller sur les mêmes endroits sur LinkedIn, d'utiliser les mêmes filtres, boîtes qui recrutent avec un HR. Et donc, en fait, tu dois aller à la 35e page, tu vois, pour trouver un nouveau compte. Et donc, déjà, le temps passé par les équipes, la pratique à cette étape de scale de la boîte, je trouve était trop chronophage. Après, j'étais assez lucide sur le fait qu'on avait déjà des outils assez cool, hein. Tu vois, tu as une stack où tu en as déjà pour 200 € par personne entre ton sales nav, ton outil d'enrichissement, ton Conism et tout. Donc, il faut avoir une lecture un peu de est-ce qu'on rajoute une couche? Est-ce qu'on enlève une couche? Est-ce que c'est efficient? Est-ce que le bénéfice que l'on cherche aujourd'hui du problème à régler va être au bon niveau? Et donc, moi, le point d'alerte que j'ai donné, c'est il faut qu'on arrive à réduire la partie sourcing, notamment parce qu'on avait besoin de progresser sur la partie prospective, sur la partie démo et sur la partie closing. Sur la partie sourcing, j'avais aussi un enjeu de est-ce que tout le monde est au bon niveau de taille de compte et est-ce qu'on a les bons comptes? Donc après, tu as la partie quanti, puis après, tu as la partie quali. Sur la partie quali, c'était pareil, on n'avait pas tous... tu avais des profils qui étaient allés sur une industrie, par exemple, qui ne faisait pas partie du top 10. Donc soit tu as un énorme coup de chance et cette industrie, elle est sur un momentum où elle s'ouvre et elle se dit tout le monde a besoin d'un ATS, donc ça n'a pas été le cas. Tu vois, on a eu 1 ou 2 départs parce que malheureusement, les personnes étaient parties sur ça. Et je trouve que c'est aux RevOps et c'est aux personnes qui sont dans ma position de donner quand même une direction qui soit assez claire et surtout avec le potentiel pour. Mais on n'avait pas d'outils. Donc, on a pris la donnée, on a identifié, tu vois, nos ICP, des industries sur lesquelles on voulait faire des paris. On s'est dit, il y en a une dizaine aujourd'hui qui semblent être intéressantes pour pouvoir aller remplir notre mission sur les 2 prochaines années. Mais on n'avait pas l'outil. L'outil, on l'a identifié. Tu as une taille de boîte où
ça a été un motif de discussion avec certaines personnes qui nous ont rejoints récemment de pourquoi on va pas aussi vite et pourquoi on n'intègre pas tout de suite Clay, tout de suite ces outils-là, tout de suite l'outil que je vois sur LinkedIn et qui fait le buzz depuis 3-4 jours. Parce qu'à ce niveau d'opération, tu ne peux plus avoir ce type de réflexion et ce type de mode d'action. En fait, dans l'intégration avec un Salesforce, dans la capacité à pouvoir scaler sur autant de zones et la façon dont on est organisé aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps. Donc je comprends, ça peut être des fois un peu frustrant pour des gens qui sont très alertes, très bons même techniquement et qui sont des stars de l'outbound. Mais tu es dans des boîtes où, oui, le changement chez un Apple, tu vois, je l'ai fait pour un changement de CRM, ça peut prendre 2 ans. Nous, le changement pour l'intégration d'un outil qui a besoin d'être déjà livré dans toutes les zones, déployé dans toutes les zones, même s'il s'intègre hyper facilement comme un clé, bah, tu vois, là, on va mettre 4 mois. 4 mois parce que là, ce qu'on a dû faire, c'est définition de l'ICP sur chacune des zones, donc avec chacun des country managers. Ensuite, on l'a tiré basé sur les taux de conversion. On a défini la taille du marché adressable. La machine, il faut qu'elle soit intégrée à nos outils. Et donc là, il y a un premier check avec quelques sales de comment ça va fonctionner pour que ça soit le plus simple possible. Hier, il y a eu le deuxième meeting qui était le calendrier de déploiement parce qu'en fait, l'outil va te permettre 3 choses. D'une, parce que tu as plein de briques dans Clay et nous, on les a pas toutes activées, mais on l'utilise pour la brique marché adressable. Donc là, ça va nous générer des listes qui sont branchées en complémentarité de Salesforce pour aller checker, tu vois, les notions de doublons et faire de l'apport de leads incrémental. Donc là, on a défini, il nous faut 30 000 leads par an. Ça, c'est la taille du portefeuille basé sur une rotation x2 à peu près, tu vois. Donc ça nous donne à peu près 30 000 leads. Ces leads-là, ils ont un système de tiering. Donc le tiering, il est basé sur les industries. Et ensuite, comme tu le partageais, ce qui est complètement dingue, c'est que là, on a donné des data points. Les data points, ils viennent nourrir le niveau de hiérarchie et donc de maturité du lead à pouvoir être contacté. Donc là, on en a mis 75. Je te donne peut-être les 3-4 plus grosses. Non, ne le partage pas, c'est ta petite sauce secrète. Ça. Non, mais les 3-4 pour que tu puisses aller le regarder. Le 3-4, c'est par exemple, est-ce que la boîte, elle a déjà un ATS, un outil de gestion de candidature. Nous, c'est 54% des ventes qui sont faites avec ça. Donc, c'est un signal hyper important pour nous. Le deuxième, c'est est-ce que la boîte, elle recrute. Est-ce que la boîte, elle a ce type de profil qui font partie de ceux qui nous répondent le plus et qui sont décisionnaires. Mais tu en as plein que tu peux venir brancher. Il faut créer un peu ta petite sauce de hiérarchiquement, il y a plus de chances. Et après, ça, c'est branché dans le CRM. Et c'est ça qui va créer, tu vois, le fait que les sales vont diminuer déjà l'attention sur le sourcing, parce que les listes seront créées, diminuer aussi l'attention sur la prospection, parce que dans la prospection, tu as comment je hiérarchise, comment je construis ma liste, qui est-ce que je dois appeler à quel moment. Et ça, l'outil va permettre de pouvoir affiner et, tu vois, rendre beaucoup plus pertinent ces 2 étapes du funnel. Ok, bon moi je trouve que 4 mois c'est très court. Hein. Du coup, par rapport, en fait, en gros, je trouve que c'est très court par rapport à ce que en fait, t'as fait tout un travail qui, beaucoup de gens mettent en place la machine. C'est pas la machine qui est difficile à mettre en place. C'est tout ce que t'as dit en amont, de faire ce travail sur l'ICP, sur chacun des pays, et surtout aller chercher 75 signaux, propriétaires ou pas, et une vraie réflexion là-dessus. Et c'est hyper intéressant parce que généralement les boîtes vont s'appuyer sur 2-3 signaux. 75, ça te donne un peu la mesure de à quelle échelle aujourd'hui on est arrivé pour donner en fait aux sales toutes les chances d'aller prospecter dans un moment où il y a une saturation et du coup d'arriver au bon moment et de créer beaucoup moins de friction quand ils arrivent, quoi. Ok, et ben écoute, en tout cas hyper intéressant. J'avais plein de questions sur ça, mais je vais te libérer plus tôt, donc j'aimerais qu'on parle de la partie LinkedIn. Même s'il y aurait plein de questions, du coup, j'invite l'audience alors à te contacter avec parcimonie parce que tu es très occupé. Mais non, mais faites-moi en tout cas, des s'ils ont DM. des questions, faites des DM si vous avez des questions parce qu'il y a plein de trucs hyper passionnants. J'aimerais qu'on parle de ça et on comprenne 5 minutes et après je te libère. En gros, j'aimerais qu'on parle du social selling à l'échelle de ton équipe. En fait, tu as fait, alors peut-être que j'espère que je me suis trompée sur le chiffre, 2,7 millions de reach sur LinkedIn en 2025 avec mon équipe. sales. Avec 38 sales. Non, mais c'est extraordinaire. Comment tu fais passer des commerciaux qui n'ont jamais pris la parole, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est hyper compliqué, surtout quand tu es commercial, en fait, on se rend pas compte, mais tu as peur en fait de t'exposer, parce que les gens en fait qui te lisent, c'est quand même potentiellement des gens qui vont soit t'acheter ou soit pas. Donc voilà. Comment tu fais pour que justement ces gens publient aujourd'hui régulièrement? Peut-être je reviens à la genèse de pourquoi je pense que c'est important. Ouais, mais c'est Déjà, super. il y a deux raisons, je pense, un peu qui m'ont convaincu.
Et ça fait un bout de temps, tu vois, même chez Apple, je l'avais déjà, avant Welcome, j'étais chez Apple, mais tu n'avais pas le droit de trop communiquer chez Apple, c'était assez normé. Ouais, c'est Bon, culture. mais, ouais, ça fait partie de la culture de la boîte. Chez Welcome, tu avais une stratégie de contenu qui était tellement dingue, mais où il y a aussi quelque chose qui était infusé par, tu vois, Jérémy, le fondateur, différentes personnes de l'équipe social media, c'était, nous, on fait confiance à tout le monde pour pouvoir exposer la marque. On pense qu'on a recruté des gens intelligents, tant mieux, si en fait, au lieu d'être le seul social media manager à parler ou le CEO quand il fait une prise de parole, en fait, on a plein de monde qui veut parler du futur du travail, qui donne la main sur la transparence. Tu as aussi ça chez Alan, tu vois, je parle d'eux parce que je trouve que leur stratégie, elle est incroyable, mais en fait, je pense que ça part est-ce que tu as confiance en fait que tes collaborateurs puissent parler de la marque. Donc, numéro un, Ouais. c'est cette notion de confiance et de transparence. La notion numéro 2, c'est. D'ailleurs, il y en a trois. La notion numéro 2, c'est est-ce que c'est intéressant commercialement? Est-ce que c'est intéressant de partager du contenu, de partager des chiffres, d'exposer? Est-ce que ton public est là? Nous, notre public, que ce soit chez Welcome ou là chez Tim Taylor, c'est des populations RH, des fondateurs, des prescripteurs qui sont tous sur LinkedIn. Donc, c'est comme si tu avais une sorte de théâtre dans lequel tu pouvais t'exposer et lever un panneau et dire tenez, regardez, on est Tim Taylor et voilà ce qu'on fait. Voilà pourquoi on est différenciant, voilà ce que l'on a dans notre produit, voilà qui on a comme client. Donc, tu exposes ta marque et donc il y a plein de moyens d'exposer ta marque. Hein. Tu peux faire du paid maintenant, même sur un ChatGPT. Tu peux prendre des panneaux publicitaires dans le métro. Et puis, bon, tu as LinkedIn qui est une tribune d'expression personnelle, mais qui est un réseau professionnel sur lequel euh, nous, notre ICP, en tout cas, est. Tu as le troisième, est-ce que c'est intéressant personnellement de faire ça? Moi, mes trois derniers jobs, je les ai eus grâce à LinkedIn. Je les ai eus parce que je communique sur certains sujets où je pense que, enfin, tu vois, la chance de pouvoir parler en podcast avec toi, c'est aussi parce qu'on s'est contacté sur un LinkedIn. Ouais, Moi, je trouve que c'est une complètement, tribune ouais, sur d'expression que LinkedIn. j'ai envie d'utiliser parce que je suis dans des boîtes dans lesquelles il y a une culture de marque qui est forte. Il y a plein de sujets que j'ai envie de Mhm. mettre en lumière. Il y a plein de choses que mon équipe fait de super positives que j'ai envie de partager. Il y a plein de clients qu'on est en train de gagner. Il y a des fonctionnalités sur le produit qui sont cool. Donc, je trouve que c'est une scène sur laquelle je suis à l'aise pour pouvoir exposer. Et donc, comme ça, on va revenir après à comment est-ce que tu fais pour être à l'aise, ce qui est hyper difficile. Euh, Mm. Moi, je me suis rendu compte, tu vois, chez Tim Taylor, mais même chez Welcome avant, que le fait de donner aux équipes le pourquoi c'est intéressant de faire ça, c'était hyper important. Donc nous, on est dans une phase d'éducation, d'évangélisation du marché, et on a plein de choses, que ce soit sur la culture de la marque, qui est une boîte des pays nordiques, que ce soit les fonctionnalités où toutes les 8 semaines on sort plein d'éléments, que ce soit les nouveaux clients, on gagne entre 40 et 50 nouveaux clients par mois, que ce soit des pratiques que l'on a dans l'équipe, il y a plein de sujets sur lesquels exposer. Mais que c'est hyper dur quand tu n'as jamais pris la parole, comme d'aller faire une présentation pour la première fois devant 50 personnes, ta première fois elle est hyper dure. Donc pour les premières fois où tu exposes sur LinkedIn, je trouve que c'est la responsabilité de l'entreprise ou des gens qui sont plus à l'aise de créer ce contenu et de mettre à disposition du contenu. Mais avant, il faut avoir expliqué pourquoi. Nous, ça fait partie de la stratégie de l'an dernier de se dire pendant les 2 prochaines années, il faut qu'on construise la notoriété de la marque sur LinkedIn, qu'on travaille sur l'autorité de la marque et donc met à disposition, parce que ça reste un outil perso, moi je mets à disposition 4 postes avec Charlotte qui est dans l'équipe marketing, 4 postes sur 4 sujets différents pour que les équipes viennent piocher dedans avec une fréquence mensuelle. Donc, tu as un post sur une fonctionnalité de Tim Taylor qu'on souhaite mettre en lumière. On écrit 2 versions du post, donc tu vois, ça fait 4 fois 2. En plus, tu as 8 posts différents pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir du contenu, mais qui ne veulent pas forcément encore prendre tu vois, faire un message qui soit un message culturel, d'opinion personnelle et tout. On met à disposition, comme quand si tu arrivé dans une bibliothèque et qu'on faisait des recommandations de livres à lire. Tu vois, nous, ce qu'on leur donne, c'est la mise à disposition de choses que tu peux Ouais. utiliser hyper facilement pour que tu commences à construire ton reach auprès de tes prospects et toi, ton personal branding sur le fait d'être un expert. Parce qu'il y a aussi cette notion-là. Tu vois, moi, je suis très content que des gens de l'équipe aillent dans d'autres boîtes et qu'elles continuent et qu'elles amplifient et qu'elles même elles changent la stratégie de communication et de contenu parce qu'une équipe commerciale, bah, aujourd'hui, pour moi 40 social media managers. C'est extraordinaire. Il y a du market, mais il y a aussi C'est génial. le fait que chaque personne a le pouvoir de pouvoir exposer la marque, que tu aies 10 abonnés. Tu vois, j'ai une fille dans l'équipe qui a 15 000 abonnés. Le potentiel de reach, il est incroyable. Et donc, on a ces 4 postes, un poste fonctionnalité, un poste témoignage client, un poste sur, tu vois, soit un chiffre ou
un logo qu'on va exposer. Là, récemment, ça a été la Fédération française de tennis, tu vois, par exemple. Et puis, tu as un post sur un événement auquel on participe. Ça peut être soit un événement physique, on a été là à Talma, à Lyon, à HR Tech, ou un webinaire qu'on va mettre. Donc, c'est des posts sur lesquels ta prise de risque, tu vois, personnelle, elle est à zéro. En fait, ce que ça te crée, c'est le fait que tu sois perçu comme expert et que tu aies du contenu à nurturer auprès de tes prospects. Parce que nous, on contacte tous nos prospects sur LinkedIn, ils nous ont tous ajoutés sur LinkedIn. En fait, à un moment, ton prospect qui est dans ton funnel, juste en voyant cette stratégie de contenu, il va progresser dans sa maturité. Donc, c'est à quel point aussi tu es bon dans la régularité avec ce type de mécanique. Et après, tu as le... Surtout, tu le disais que vous aviez pour chaque sales, en fait, des comptes à aller chercher pendant 2 ans. Donc, tu as aussi cette stratégie-là, en fait, de nurturer, de laisser engager des gens avec qui tu as pu parler en janvier, qui te suivent et qui voient, en fait, que toute l'année, tu es en train de communiquer. Et l'année prochaine, c'est super. En fait, ils ont l'air d'en parler. Et puis, il y a cette dynamique d'équipe. En tout cas, moi, je le vois, je travaille pas chez Team Taylor, mais si tu me dis, c'est quoi la boîte en ce moment, en tout cas, que je trouve qui fait beaucoup de bruit, c'est la Ouais, vôtre, quoi. c'est Donc, parce que là, hyper chouette. tu vois, c'est une stratégie, c'est partagé par beaucoup de monde, c'est régulier, et que maintenant, je suis trop content. J'ai des gens dans l'équipe. Je vais prendre Morgan, un de mes managers. Tu vois, hier, on a fait parce que c'était la fin du quarter avant-hier, donc tout le monde m'envoie aussi ces chiffres d'impression Ouais. pour que je les cumule. Donc, tu vois, pareil, là, on a fait, je crois, sur le premier trimestre, 750, 800 000. Donc, je pense qu'on va être à peu près dans les mêmes amplitudes, entre à peu près 3 millions. J'aimerais bien qu'on aille aux 5 millions. Bon, là, ça dépend de. J'ai des gens dans l'équipe qui sont à sans impression et j'ai des gens dans l'équipe qui sont à 50 000. Donc, le delta, il est tellement dingue qu'il faut que j'arrive à avoir le même. Mais justement, comment tu fais pour le sales qui a un post? Parce que c'est le plus dur, je l'ai vécu aussi. Quand tu fais ton premier post, t'as pas de like, t'as pas de réaction. Ah ouais, oui. C'est compliqué. Tu es en mode genre, voilà. Comment tu fais en fait pour essayer de les motiver à dire, écoute, c'est le passage obligé, Ouais, bah obligé nous, il y a quoi. 2 trucs. Déjà, on a un channel aussi qui s'appelle Like LinkedIn chez Team Taylor et où tu peux Ok. repartager ton post pour que déjà les 500 personnes de la boîte puissent le liker. Donc déjà, tu te donnes un reach même Non, mais c'est sûr. interne et même, enfin, tu vois, je déculpabilise par rapport à ça. Il y a des fois où moi, je vais mettre un post où j'ai l'impression que franchement, j'ai trouvé un sujet hyper intéressant sur le management. Il y a 4 likes, c'est mes 4 anciens potes, tu vois, de chez LinkedIn et toi. Et puis il y a des fois où tu mets une photo avec une glace de t'es chez un client, tu fais 500 likes, il y a une impression de dingue et tout. L'algo, moi, je le maîtrise pas assez et je suis pas assez technique pour aller regarder ça. En fait, c'est la fréquence. C'est franchement la fréquence, la régularité. Mais comme avec le sport, comme si tu vas t'entraîner au départ, ton premier entraînement pour un marathon, je sais pas, tu vas dû courir 10 minutes si tu n'as jamais couru et c'est horrible. Et puis après, en fait, la répétition, Ouais. l'endurance, LinkedIn, c'est je pense, un jeu d'endurance. Et après, trouver ta voie, qui est un peu le step d'après, c'est qu'avec cette fréquence et cette régularité, il y a des moments où tu vas trouver un sujet sur lequel tu as envie de t'exprimer. Ton truc. Et puis c'est pas grave si tu n'en as pas en fait, que la boîte elle te met à disposition ce contenu, que tu sois juste régulier. Moi j'ai des gens dans les équipes maintenant qui vont faire des prises de parole sur le management, sur leurs équipes, sur le fait qu'on ait passé une semaine à Marseille et ce que ça leur a fait ressentir. Et tu le trouves ton ton. Tu vois, tu le trouves, mais il faut s'exercer. Écoute, je te remercie énormément, Adrien, Merci pour tout ce Laetitia. que tu as partagé. C'est Avec plaisir. toujours super précis, etc. Merci beaucoup. Et écoute, je te souhaite de réussir et d'exploser tes C'est chiffres trop cette année. gentil. Merci Voilà. beaucoup. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les sujets qui ont été abordés, n'hésitez pas à contacter Adrien Vicard sur LinkedIn. Il est super disponible. Et si vous avez envie d'avoir toujours plus de conseils pour augmenter vos revenus et réussir votre croissance, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.